Et sur la première à 7h39, le Tessin en question ce matin. Au mois de septembre dernier, le canton acceptait, on s'en souvient, en votation populaire l'initiative de l'UDC, les nôtres d'abord, favorisant l'embauche d'indigènes. Et puis tout récemment, il a remis le couvert, si l'on peut dire, en décidant de privilégier les entreprises nationales dans l'attribution des marchés publics, principe avalisé par le Parlement tessinois, sans opposition. Ce qui a provoqué d'ailleurs l'ire du Conseil fédéral qui considère tout ça comme une violation des engagements internationaux. C'est un épisode de plus dans la relation pour le moins tumultueuse qui se joue toujours entre la Suisse et le Tessin, la Berne fédérale en particulier. Pour parler de ces amours rugueuses, notre invité ce matin est le politologue d'origine tessinoise Oscar Mazzoleni. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h, docteur en histoire contemporaine. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, maître d'enseignement et de recherche en sciences politiques. Et vous publiez ces tout prochains jours aux éditions Slatkin un ouvrage justement intitulé « Les défis du régionalisme politique en Suisse, le Tessin et ses relations avec Berne ». Ce qui se passe là par rapport à l'embauche de travailleurs, on a envie de dire c'est encore une fois de plus l'exception tessinoise qui confirme la règle, c'est ça ? Oui, dans une certaine mesure, oui. C'est une longue histoire, au moins depuis le début des années 90, lorsque le Tessin se démarque, notamment sur la votation espace économique européen. C'est aussi l'année d'avant la naissance de la Ligue des Tessinois, le seul, en quelque sorte, mouvement régionaliste suisse qui a une si longue histoire. Et 91, oui. Oui, 91. Et qui, en 2011, acquiert la première place au Conseil d'État tessinois, 2 sièges sur 5. Résultat confirmé en 2015. Et évidemment, cette présence d'un mouvement régionaliste, avec aussi une crise économique persistante, des difficultés aussi en raison du fait que le Tessin, quand même, à la frontière, l'un des pays plus en crise économique d'Europe, c'est l'Italie, qui a subi une récession économique, une perte de postes de travail énorme après 2008-2009. Et cette situation-là, dans le contexte actuel, a amené à ce que moi j'appelle dans cet ouvrage une mobilisation régionaliste renforcée et qui fait, et ça c'est un point fondamental, l'unanimité lorsque le Parlement décide pour une réforme des marchés publics. Oscar Mazzoleni, posant la question comme ça, la Lega apparue donc il y a 26 ans, est-elle la cause ou la conséquence ? Autrement dit, est-ce qu'elle surjoue pas un peu le malaise tessinois coincé entre Berne et cette Italie qui envoie ses travailleurs sous-payés ? Est-ce que la Lega ne surjoue pas un peu la partition ? Disons que c'est les deux à la fois, parce que le Tessin, quand même, c'est le seul canton au sud des Alpes, longtemps eu des problèmes de communication avec le reste de la Suisse, et puis évidemment c'est le seul de langue italienne, et aussi avec une économie fragile. Donc il y a quand même un héritage historique qui quand même joue. Et puis la Ligue des Tessinois, en quelque sorte, arrive un moment où les partis traditionnels ont la peine à répondre aux nouveaux défis au début des années 90, de l'explosion du chômage, de ce tournant historique par rapport à l'indépendance nationale. Évidemment, c'est la question de l'espace économique européen et toute la relation avec l'Union européenne. Et cette phase, quand même, a été très importante. Les partis traditionnels ont leur responsabilité pour ne pas avoir répondu à ce moment-là. Et la Ligue, évidemment, a pu jouer un rôle fondamental, comme ça a été l'UDC au niveau national. On peut faire le parallèle. Donc, la difficulté des autres partis de réagir à cela. Et donc, évidemment, c'est un parti qui a également nourri une certaine façon de lire les choses, de lire la crise et d'imposer une certaine façon de penser les relations entre Tessin et Berne. Et dans ce sens-là, il en est la cause aussi, c'est ce que vous nous dites. Partiellement, oui. Parce qu'elle a réussi avec sa force de frappe communicationnelle pendant ces 20 dernières années, avec un hebdomadaire gratuit qui fait la une. Et évidemment, cela fait partie de le Mattino della Domenica, qui fait évidemment une opinion publique, qui forme l'opinion publique et qui a joué un rôle important, évidemment aussi dans l'initiative que vous avez mentionnée avant les nôtres, mais aussi le 9 février. N'oublions pas, 2014, le Tessin, 68,2% de oui
avec une moyenne nationale 50 et quelques. Donc ça c'est évidemment un résultat important et qui est le résultat d'une mobilisation historiquement réussie de la Ligue des Tessinois et aussi, d'une certaine façon, une façon d'influencer le reste du système politique qui voit en quelque sorte la solution des problèmes tessinois dans la défense du territoire cantonal, dans la défense des postes de travail, dans la défense de l'économie cantonale. Mais évidemment, c'est aussi un autre point fondamental à dire, il n'y a pas un consensus lisse au Tessin là-dessus. Oui. Ils ne sont pas tous d'accord au Tessin là-dessus. Il y a notamment les associations patronales et syndicales qui ne suivent pas cette ligne qu'on peut appeler protectionniste dans le domaine économique et d'autres domaines, et qui montrent bel et bien aussi des dissensus par rapport à cette vague dominante. Alors reste que la Lega obtient un succès jamais démenti depuis plus de 25 ans. Comment expliquer que ces ingrédients, en tout cas ce sur quoi se base un parti comme la Lega, n'aient pas produit les mêmes effets en Suisse romande et en Suisse alémanique aussi? On peut penser au MCG du côté de Genève. Alors certes, il a eu quelques succès, il a placé quelques-uns de ses députés au Grand Conseil, mais enfin, il est en train de mourir de sa belle mort, le MCG, depuis quelques mois. Eric Stauffer en est parti, etc. Pourquoi ça n'a marché qu'au Tessin, ça? Mais c'est parce que le clivage gauche-droite est bien plus important. Il y a une droite libérale plus forte, notamment en Suisse romande, même aussi en Suisse alémanique, et aussi une gauche social-démocrate plus forte. Et évidemment, cette opposition a fait que, d'une certaine manière, l'UDC se plaçait aussi là-dedans. L'UDC qui a aussi imposé, disons quand même, une vision libérale de l'économie, en termes économiques, et que Tessin n'a pas pu monter en force. Au fond, l'UDC ne prendra jamais beaucoup au Tessin, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, parce que finalement, c'est ces enjeux régionalistes, le fait de se sentir mal compris par Berne, le fait de se sentir soumis à une concurrence déloyale, sont des sujets, des enjeux qui sont nettement moins importants en Suisse romande et en Suisse alémanique, chose qui met à l'accent justement sur cette opposition gauche-droite. C'est plutôt plus d'État, moins d'État, c'est les impôts, c'est d'autres questions qui jouent. Au Tessin, il y a également cette dimension régionaliste qui nourrit d'une certaine façon la force de la Ligue des Tessinois, qui se veut sur certains enjeux ni de gauche ni de droite. Oui, c'est vrai que c'est son discours en tout cas, et c'est vrai que dans les faits, on peut s'interroger effectivement si la Lega n'est pas parfois aussi sur des positions dites de gauche. Bon, c'est pas la première fois que le Tessin manifeste des revendications pour obtenir plus de protection, plus de ressources, plus d'influence en Suisse. Dans la première moitié du XXe siècle aussi, Oscar Mazzoleni, la montée des tensions entre le centre et la périphérie, les récriminations tessinoises étaient légion. Quelle est la différence entre cette époque-là et notre époque? Est-ce qu'on peut dire que Berne était plus solidaire avec le Tessin il y a 100 ans qu'aujourd'hui? Oui, dans le sens qu'il y avait une autre optique, l'intégration nationale de la Suisse, une logique, disons, de défense des différentes régions de la Suisse avait été à la base de la politique fédérale, bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense un peu chacun pour soi. Les régions doivent être aptes à jouer dans la compétition internationale, dans la mondialisation, doivent se donner leurs moyens pour augmenter leur capacité entrepreneuriale. Donc, il y a moins de solidarité entre les régions pour des raisons, disons, simples, que ça prime l'interdépendance internationale, la mondialisation. Et à l'époque, il y avait, donc on pense aux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même une optique d'intégration, de défense vis-à-vis des puissances externes. Aujourd'hui, il n'y a pas cette peur de se défendre de l'Allemagne, de l'Italie. Je pense notamment, évidemment, sur le plan politique ou militaire. Ça paraît complètement au-delà de notre donc les questions de compétitivité ont remplacé le sentiment national, c'est en ça? Partie, oui, ça contribue. Évidemment, c'est les régions qui ont plus de ressources économiques, politiques, etc., peuvent faire face à cette concurrence. D'autres ont plus de la peine et développent d'autres solutions, d'autres réponses. Est-ce que quand le Tessin souffre, la Suisse va mal, ou est-ce qu'il n'y a aucun lien de cause à effet? Au fond, le Tessin ne représente que 4% des habitants de l'ensemble des cantons suisses. On pourrait se dire, laissons aller le Tessin comme il va, pas trop bien, enfin ça reste encore à déterminer. C'est vrai que les
chiffres sont pas très bons. Au fond, qu'est-ce qu'on s'en soucie? On pourrait aussi voir ça comme ça, et c'est d'ailleurs ce que font pas mal de parlementaires fédéraux, non? On peut comprendre leur attitude sur le strict plan comptable, non? Oui, tout à fait. Et c'est dans cette logique un peu de l'indifférence qui se joue évidemment à la fois cette dimension, ok, chacun pour soi, donc finalement si vous êtes en difficulté, c'est votre responsabilité. Bah, ça, on le dit aussi sur le plan individuel aujourd'hui de plus en plus. Donc en fait, une région qui n'est pas capable de faire face à cette mondialisation, au défi de la mondialisation, doit trouver ses propres solutions. Sinon, on vous laisse. Le problème, c'est qu'il y a après quelques initiatives comme le 9 février, où la différence de 20 000 voix peut faire la différence. Oui. Or, à ce moment-là, on réagit. Et réagir seulement sur des moments, disons des moments où l'opportunité réclame cette réaction, évidemment, ne contribue pas à, disons, à la compréhension, une compréhension meilleure des problèmes réciproques. Je crois que j'ai posé la question plusieurs fois, voire des dizaines de fois à différents interlocuteurs sur le Tessin. On a fait des journées spéciales là-bas. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? On disait à l'époque, il faut un conseiller fédéral tessinois de nouveau. Est-ce que ça passe par ça? La question est que d'un côté, chacun pour soi, mais il faut des règles uniformes à toute la Suisse. Et cette ambivalence-là, ça peut paraître normal, mais cette ambivalence, en réalité, fait qu'à un moment donné, lorsque, disons, les Tessinois se retrouvent à négocier à Berne, ils se retrouvent en disant « Ok, vous voulez des solutions ad hoc? On ne peut pas ». Et ça, c'est ce « on ne peut pas » qui explique aussi le fait que dans le Tessin, cette mobilisation régionaliste continue à avoir une très forte possibilité de continuer, de se renforcer et de contribuer à l'idée qu'au fond, Berne ne s'intéresse pas au Tessin. Est-ce que le Tessin devient le laboratoire de la Suisse ou une réduction à petite échelle de ce que la Suisse pourrait vivre avec Bruxelles, par exemple? Est-ce que le parallèle est valable? Je ne pense pas. Je pense qu'actuellement, plutôt, il y a... ce qui se passe entre la Suisse et l'Union européenne, c'est plutôt essayer de trouver des solutions paisibles, des solutions, des compromis, il n'y a pas l'affrontement du tout. Au Tessin, on met en œuvre des mesures qui au contraire, joue à l'affrontement avec l'Union européenne, qui essaye qui en fait, de mettre du grain dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Donc c'est plutôt le contraire qui est en train de se faire. Bien sûr, si demain l'UDC arrive à 50% au niveau national, les choses peuvent changer, mais pour l'instant, je pense qu'il y a quand même deux voies qui se dessinent. L'UDC à 50% au niveau national, vous qui êtes un spécialiste du parti, c'est possible? Oui, c'est possible que tous les autres ne restent à la maison lors des prochaines élections. Je pense que c'est quand même un peu difficile à l'état actuel des choses, notamment aussi ce qu'on voit à l'UDC en Suisse romande. Ah bah on va y venir. Ouais. Il y a quand même quelques difficultés que le parti doit, essayer d'affronter pour essayer essayer d'affronter les problèmes internes à l'UDC, plutôt que penser d'aller de l'avant encore très fortement ces prochaines années. Bah justement, Oscar Mazzoleni, la presse neuchâteloise s'interroge ce matin, et Valérie Droux l'a lu, sur le sort de Raymond Clotu. Oui, exclu de la section UDC du LOC et donc du parti cantonal pour non-paiement de cotisation et critique envers le parti, le conseiller national UDC entend garder des liens avec le parti suisse. Ce dernier reste lui serein face aux péripéties que traverse sa section neuchâteloise en se gardant bien d'intervenir. Raymond Clotu est confiant. Le groupe parlementaire UDC aux chambres devrait lui permettre de siéger dans ses rangs au titre d'indépendant. Il dit avoir reçu des messages de soutien, notamment de collègues alémaniques. La décision sera prise au début de la session de juin des chambres fédérales. Raymond Clotu qui se dit quand même toujours étonné qu'on lui reproche de ne pas avoir payé sa cotisation, vu qu'il n'a jamais reçu de facture, comme d'ailleurs tous les députés du Parlement cantonal. Et un député de se demander justement comment, au vu de sa situation financière, l'UDC neuchâteloise peut se priver ainsi d'encaisser de tels montants. Et puis Sandra, la presse alémanique s'interroge. Oui, est-ce que les élections vaudoises pourront redresser la situation catastrophique de l'UDC en terre romande? Après, bien sûr, les affaires Freisinger, à Maudru, Voiblais, pourrait-il y avoir un effet Parmelin? Reste que même le secrétaire de l'UDC vaudoise n'y croit pas. Guy Parmelin n'est pas en fonction depuis assez longtemps.
sont pas assez profilés, dit Kevin Grangier dans le Tages-Anzeiger. Politologue spécialiste de l'UDC, Oscar Mazzoleni. Alors que répondez-vous à cette question? Est-ce que les élections vaudoises peuvent redresser la situation un peu périlleuse de l'UDC en terre romande? On a l'affaire quasiment clôture, on peut la désigner comme affaire, oui. À Maudru, Voiblay, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui peut changer la donne selon vous? C'est un parti qui est en train de s'effondrer en terre romande? Je ne pense pas parce que le parti est organisé sur le plan cantonal et donc il faut faire pour chaque canton un raisonnement spécifique. C'est pas, même si l'UDC pourrait avoir des bons résultats dans le canton de Vaud, cela ne règle pas les problèmes à Neuchâtel plutôt qu'au Valais ou à Genève. Des problèmes de personnes, sont des problèmes de structure, sont des problèmes de lien avec l'électorat. De quoi s'agit-il? Ce sont plusieurs choses à la fois. C'est des partis nouveaux sur le plan cantonal. Il y a un ancrage relativement réduit, notamment je pense au-delà du canton de Vaud. Et cela peut expliquer le fait que lorsque les leaders qui ont créé cette nouvelle structure disparaissent, sont en difficulté, etc., le parti lui-même apparaît affaibli. Et donc ça donne, quand il gagne, ça donne l'impression, oui, c'est le parti qui effectivement a une grande capacité, etc., mais c'est souvent l'effet de nouveauté. Et puis l'effet très important disons, du charisme, si on peut dire comme ça, du leader. Au moment que ce leader perd cette aura, le parti lui-même risque de s'affaiblir s'il n'y a pas le temps de créer un ancrage comme ça a été le cas dans le canton du Valais, où il ne faut pas oublier que le parti UDC a avancé aux législatives. Donc il y a quand même au-delà du cas de M. Freisinger. Donc c'est important de dire qu'il y a quand même des diversités, mais dans l'ensemble, l'UDC national a un problème en Suisse romande. De relève. De relève fondamental. Et puis aussi, et on voit le cas de Neuchâtel avec le dernier affaire, on voit bien que l'UDC national réclame des sièges dans Suisse romande, notamment parce que à Berne, chaque voix compte. Et on le sait. Et donc, quelquefois, on fait la part des choses dans les conflits internes au niveau cantonal, mais plutôt, on se dit, on a besoin de ces sièges. Et c'est ça l'enjeu, c'est que même si l'UDC national est d'abord implanté en Suisse alémanique, c'est d'abord un parti suisse alémanique, il a besoin de redresser la barre en Suisse romande, parce que sinon, aux prochaines élections, ils vont avoir des grosses difficultés, notamment pour les élections au Conseil national. Et ça, n'oublions que c'est le 4e parti au Conseil des États, donc il est déjà faible dans la Chambre haute, mais aussi dans les cantons suisses romands. S'ils n'arrivent pas à redresser la barre sur le plan des différents cantons en termes d'ancrage des sections cantonales, réorganiser les partis, recréer la relève, ils vont avoir de la peine aux prochaines échéances, donc élection 2019. Octobre 2019. Le populisme, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, il n'y a plus que le populisme de gauche qui peut sauver la démocratie des lois nationalistes. Commentaire qu'on va commenter, à lire dans la presse alémanique, Sandra. Il n'y a que le mauvais populisme qui est mauvais. Pour l'éditeur allemand de gauche, Jakob Augstein, qui s'exprime dans le Tages-Anzeiger et le Bund, toute politique qui n'est pas une politique d'élite ou d'experts doit être populiste. Ça signifie tout simplement se tourner vers le peuple. Si le populisme de droite a tellement de succès, c'est qu'il est justifié. Quand vous voyez émerger une force politique, cela a toujours une raison. Mais voilà, la gauche et les libéraux préfèrent s'en irriter plutôt que de se poser la question « qu'est-ce que ça a à faire avec nous ?» Pour lui, c'est donc clair, les populistes de gauche doivent se tourner vers le peuple et lui proposer un nouveau contrat de société basé notamment sur la solidarité. Qu'en pensez-vous? C'est ça que doivent faire les populistes de gauche, s'il en existe, parce que tous ne s'accordent pas sur la définition. Qu'en pensez-vous, Oscar Mazzoleni? Je pense que le populisme aujourd'hui, le populisme politique qu'on voit dans les pays occidentaux notamment, est aussi un symptôme de la difficulté de la démocratie, et notamment de la démocratie représentative, de se présenter de façon crédible auprès de la citoyenneté. Et la question des élites, n'oublions pas que ceux qui critiquent les élites, souvent c'est des membres des élites, il ne faut pas oublier. Et en même temps, ceux qui votent pour ces partis, on ne peut pas dire qu'ils sont simplement manipulés, mais ils ont aussi un ras-le-bol d'une situation socio-économique, de difficultés, d'une certaine indifférence perçue de la part de certaines élites. Et donc, c'est aussi un symptôme de la difficulté de la crise de la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Qui sont les populistes de gauche en Suisse aujourd'hui? Vous en voyez?
Oui, aujourd'hui, en Suisse, c'est un peu plus difficile. Quelques socialistes Oui, c'est un peu plus difficile disons, étant donné qu'on n'a pas un parti important à gauche de la social-démocratie, du Parti socialiste, comme on a en Espagne, par exemple. Évidemment, cela, ou comme on a en France. Monsieur Mélenchon. Ouais. Voilà, et donc évidemment, c'est ça qui complique la donne. On peut dire quelques individus qui se manifestent, mais c'est plus compliqué parce que c'est souvent sporadique, c'est souvent, ils n'ont pas une organisation derrière, ils n'ont pas un parti politique. Donc c'est plus difficile de dire, ah oui, c'est le populiste à gauche ou à droite. Ce qui importe, c'est que ce soit de gauche ou de droite, c'est à la fois donc un symptôme de ces crises, mais c'est aussi évidemment des acteurs politiques qui veulent modifier à leur compte la situation politique, changer les choses. Dans quelle direction? On le sait, les populistes, c'est aussi des leaders qui changent facilement leur point de vue au cours des campagnes. Pensons à Mélenchon qui parle de l'Union européenne un jour, d'une façon à une autre. Et puis on le voit que c'est difficile, on voit aussi Trump, que s'en tenir à ce qu'ils disent. C'est ça qui est important. Il est difficile de s'en tenir à ce qu'ils disent parce qu'ils changent rapidement leur position. Et ça, c'est compliqué donc de faire foi à cela. Les défis du régionalisme politique en Suisse, le Tessin, on en parlait, et ses relations avec Berne, c'est aux éditions Slatkin, publié ces prochains jours. Vous serez aussi au Salon du Livre, Oscar Mazzoleni. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.